merci d'être avec nous. Merci de votre fidélité aussi à ce rendez-vous annuel qui avait été institué par Bernard Stiegler, bien évidemment, qui pour nous, vous le savez, correspond à un peu un temps fort, celui des entretiens du Nouveau Monde industriel. C'était déjà très émouvant l'année dernière en Arles, pour ce séminaire préparatoire aux entretiens du Nouveau Monde industriel. C'était juste après la disparition de Bernard Stiegler. C'est toujours très émouvant, aussi parce qu'on se voit pour de vrai physiquement. Je vous rappelle un peu le principe de ce séminaire. Il s'agit essentiellement d'un temps de discussion, de débat, d'échange, de controverse éventuellement, pour préparer nos entretiens du Nouveau Monde industriel. Alors, celle-ci ne se fera pas en décembre, mais à la fin du mois de novembre, donc les 29 et 30 novembre au Centre Pompidou. Donc voilà, c'est un temps vraiment très libre d'échange. Donc pour ceux qui sont là physiquement, profitez-en. Ceux qui sont avec nous par Zoom, vous pouvez également bien sûr participer par le chat et par les questions. Alors, je ne porte pas mon masque parce que j'ai vraiment du mal à parler, mais la recommandation est vraiment de porter le masque à l'intérieur. C'est la consigne. Je vais le remettre très vite après avoir fini. Je suis désolé, je commence par des petites considérations pratiques. Après la joie, le rabat-joie. Voilà, ça n'a duré qu'un temps, la joie. Et deuxième consigne importante, c'est la question de la parole. Pour que les gens qui sont en ligne nous entendent bien, il faut vraiment parler dans ce micro. Vous voyez ce que nous avons avec nous, qui est un micro HF, donc il pourra circuler, vous pourrez demander la parole dans la salle. Il faudra vraiment parler dans le micro, sinon il n'y a aucun moyen aujourd'hui technologique qui nous permette d'avoir vraiment une captation d'un ensemble de groupes. Je crois que tous ceux qui ont essayé, comme nous, des systèmes de pieuvre ou quoi que ce soit, c'est toujours assez mauvais. Donc voilà, la solution c'est le micro individuel, donc ça demande un petit peu de discipline, il faut demander la parole, il faut prendre le micro, mais ça n'empêchera pas, je crois, les échanges. Alors, nous sommes, pendant ces entretiens du Nouveau Monde industriel, pendant ces 2 jours, nous nous inscrivons dans le WeShare Festival, et donc je suis très content que Taoufik Vallipuram soit avec nous pour vous parler du WeShare Fest en introduction. Je reprendrai un peu la parole après lui pour lancer la session avec Colette Tron. Mais je voulais d'abord donner la parole à Taoufik parce que pour nous, si vous voulez, il y a 2 choses importantes. C'est d'une part le fait que l'année dernière, avant la disparition de Bernard, il y a eu cette volonté de créer l'association des Amis de la Génération Tonnerre. Je pense que c'est un geste fort de la part de Bernard, mais surtout de la part d'un collectif de chercheurs, un collectif de jeunes, et que pour l'IRI, c'est fondamental que de continuer sur cette voie de collaboration, cette voie d'avenir aussi, dans la situation anthropocénique, écrivez-le avec des A ou avec des E, de toutes les manières, nous sommes dans une situation qui nécessite absolument ce type de collaboration et de vision de l'avenir, comme disait Bernard, et non pas juste un devenir qui malheureusement est de plus en plus algorithmique. Vous le savez, on va en parler pendant ces 2 jours consacrés à l'intermittence. Voilà, donc cette création de l'association des Amis de la Génération Tonnerre, pour moi, elle est aussi dans l'esprit de WeShare. Donc je me trompe peut-être, mais Taoufik va nous dire un petit peu comment il organise ce festival, mais en tout cas des discussions que nous avons eues pour préparer ces 2 jours, qui donc anticipent le WeShare Fest, qui va commencer donc mercredi. Je crois qu'on a vraiment une communauté de pensée qui est assez claire par rapport aux menaces que je viens de rappeler, mais aussi à toutes les ambitions qui sont devant nous. Ambition épistémologique, ambition philosophique, bien sûr, mais surtout ambition pratique, concrète, d'expérimentation, ambition économique, ambition politique. Je pense qu'il ne faut pas hésiter à utiliser le mot. Nous sortons d'un premier tour d'élection, et qui n'est pas brillant d'ailleurs. On n'a pas du tout à se réjouir de cette
l'abstention notamment, et entre autres les gens qui ont pu arriver dans les premières places, je ne veux pas les citer, mais vous voyez qui je veux dire. Donc c'est cette situation que nous devons affronter aussi sur le plan politique et sur le plan économique. On en parlera, puisque l'intermittence est finalement le thème que nous avons choisi pour traverser ces dimensions. Voilà, encore merci donc à Taoufik presque j'allais dire de nous accueillir, non, parce que c'est la Cité Fertile qui nous accueille, et je veux les remercier d'ailleurs, donc ici, pour nous avoir mis à disposition cette salle avant le WeShareFest. Mais nous enchaînerons ensuite avec le WeShareFest, où d'ailleurs un certain nombre d'entre vous seront un peu les témoins, ceux qui vont un peu rendre compte des débats qui se seront tenus pendant ces 2 jours, et ce sera vendredi après-midi dans le WeShareFest. Voilà, donc je laisse Taoufik nous introduire un peu à cet événement dans lequel nous nous insérons. Taoufik, c'est à toi. Bonjour à tous, vous m'entendez? Oui, c'est bon, merci. Merci Vincent, bonjour à toutes et à tous. C'est vraiment, je répète, c'est assez émouvant de se trouver en face de personnes, de vous voir, de se voir. Bonjour Colette. Vincent, en fait, tu as beaucoup déjà parlé de WeShareFest. Je ne sais pas si au fond j'ai envie de dire plus que ça. Cet événement aura lieu mercredi jusqu'à vendredi de 9h à 22h. Vous êtes tous et toutes conviés à venir participer. La question, c'est la question du temps long. Mais je redis, je ne sais pas si j'ai envie là de prendre ces quelques minutes pour insister là-dessus, puisqu'après tout, moi je vais être là, on va pouvoir un peu en discuter, et puis il y a des informations qui sont disponibles. Quand Vincent m'a proposé de faire cette ouverture avec lui, j'ai été agréablement surpris, et puis je me suis quand même posé la question. Pourquoi? Alors oui, c'est vrai qu'on est partenaires cette année, on a envie de travailler ensemble. Tu l'as dit Vincent, dans nos questionnements, dans nos approches, il y a des points communs, il y a des similitudes. Je pense notamment à tout le travail que vous faites sur la recherche contributive. Nous, on ne l'appelle pas comme ça, mais chez WeShare, on fait aussi des travaux où on s'immerge, où on essaye de donner à voir une autre manière de faire les choses. Je pense à ce qu'on fait à Roubaix, avec des habitants, des habitantes, des artisans sur les questions de la précarité énergétique. Mais donc effectivement, il y a ces points communs qui font qu'on est là, mais je me suis vraiment demandé, Vincent, pourquoi est-ce que je suis devant vous aujourd'hui? Parce que tu n'étais pas obligé de me donner la parole ici, et quand on a préparé cette discussion avec Vincent m'a même pas demandé ce que j'allais vous dire. Voilà. Et donc je me suis demandé pourquoi je suis devant vous. Moi, je ne suis pas un théoricien. Voilà. Vous allez entendre des personnes qui posent des constats saillants, qui ont des propositions pendant 2 jours, et vous allez pouvoir débattre avec elles et avec eux. Mais moi, je ne suis pas un théoricien, je ne suis pas un penseur académique, je ne connaissais pas bien Stigler. Voilà. J'ai eu l'occasion d'être à proximité, de discuter de mots, mais je n'ai pas tout ça. Et je réfléchissais à cette question d'intermittence. Je ne suis pas un spécialiste de l'intermittence. Et puis finalement, en y réfléchissant, je repense à ma vie depuis 35 ans. Et puis je repensais à cette question d'intermittence et je me dis, ah ouais, en fait, peut-être que finalement, je ne suis pas un spécialiste de l'intermittence, mais que l'intermittence fait partie de ma vie depuis 35 ans. J'ai, dans mon enfance, en 3 ans, j'ai fait 3 écoles, 3 territoires complètement différents à cause de parcours de vie, à cause d'histoires de vie qui font que je suis passé du 17e arrondissement de Paris à un village du nord de la France désindustrialisé avec un taux de chômage très élevé, à ensuite une banlieue chic du 92, avant d'atterrir dans le 13e arrondissement où j'ai grandi dans un quartier dit populaire. Je me suis dit que c'était une manière de vivre l'intermittence. L'intermittence, je la vis aujourd'hui, plus tard du coup, à travers les différents espaces dans lesquels j'évolue. Il y a une philosophe qui s'appelle Chantal Jacquet qui travaille sur les transclasses. Alors on ne va pas épiloguer là-dessus, mais être constamment, alors je ne sais pas si c'est de l'intermittence, je ne sais pas si c'est de la superposition, mais être constamment interrompu par les différents environnements, les différents milieux dans lesquels on baigne. Ça, je pense que c'est quelque chose qui me caractérise, qui fait que je vis cette intermittence de manière continue. C'est bizarre de dire ça. Mais ça ne règle pas la question de pourquoi est-ce que je suis devant vous et de qu'est-ce que j'ai envie de vous dire. J'avais préparé des choses, mais je ne sais pas ce que ça vaut. Quand j'ai relu le texte sur lequel vous avez travaillé, Vincent et d'autres, je
Je l'ai relu attentivement. Je ne sais pas si vous l'avez tous lu, le texte. Il y a des mots que je n'ai pas compris. Il y a une phrase qui m'a marqué. C'est notamment vers la fin, la société est de plus en plus malade. Cette phrase me fait beaucoup réfléchir. J'en discutais avec Camille hier soir. De plus en plus malade. Pourquoi on ne se dirait pas que la société est malade? De deux, si on dit qu'elle est de plus en plus malade ou si on dit qu'elle est malade, ça voudrait dire qu'elle a été saine auparavant. Mais quand est-ce qu'elle a été saine? Moi, je ne suis pas philosophe, mais je m'intéresse à la philosophie depuis quelques années. Puis je découvre qu'en fait, depuis que la philosophie existe, on s'interroge sur les mots de la société. Et du coup, je me suis posé la question, est-ce que cette société, notre société, on dit notre société d'ailleurs au singulier, je ne sais pas s'il y en a plusieurs, est-ce qu'elle est malade? Est-ce qu'elle n'a jamais été pas malade? Est-ce qu'on peut la guérir ou pas? À quel stade de maladie est-ce qu'on nous trouvons? Et finalement, je crois que c'est un peu le type de questionnement qu'on partage du côté de Wisher et du côté d'Eri, et bien d'autres encore. C'est de ne pas s'arrêter à un constat, de ne pas s'arrêter à une question, de ne pas s'arrêter à des hypothèses, mais de chercher, sans être persuadé d'avoir la solution. En tout cas, moi je ne crois pas détenir aucune solution. Dans le dialogue interreligieux, on apprend que pour pouvoir dialoguer en altérité, il faut accepter de renoncer à sa vérité. Que la vérité, elle existe au moins autant en face que chez soi. Au moins autant, voire plus. Et du coup, je pense que c'est... En tout cas, moi, cette phrase, de plus en plus malade, l'idée n'est pas ici de dire Vincent, vous n'auriez pas, toi, vous diriez écrire ça, au contraire. C'est de s'interroger sur chacun des mots. Tu as parlé d'épistémologie tout à l'heure. S'interroger sur les mots, sur les concepts, être constamment sur la brèche. Donc ça, c'est une première chose dont j'avais envie de vous parler. Je n'ai pas de solution, mais c'est quelque chose que je vous lance. La deuxième chose, c'est que si on est là ensemble, on parle de malade, c'est aussi parce qu'on a des problèmes. Enfin, on estime qu'il y a des problèmes. Moi, personnellement, je préférais être en train de lire un livre ou de jouer avec mon fils ou de jouer au foot avec mes copains toute la journée. Je préférais faire ça de ma vie. Et je ne dis pas que je suis un fainéant. Mais si on est là, si on passe autant de temps, vous êtes déplacés jusqu'ici aujourd'hui, il y a des personnes sur Zoom, si on est tous là aujourd'hui, c'est qu'on a le sentiment qu'il y a des problèmes et qu'il faut qu'on en discute. Mais c'est aussi un aveu de faiblesse. On est là entre nous. Je ne parle pas du nombre de personnes. Pour moi, il n'y a pas de bon nombre de personnes. Les personnes qui sont là, je le disais tout à l'heure, c'est les bonnes personnes. Mais force est de constater qu'on, dans la vie de tous les jours, la majeure partie des personnes, moi, mes amis, ma famille, beaucoup de gens que je connais, en ont strictement rien à faire de ce type de discussion. Voilà. Est-ce qu'ils sont dans l'intermittence? Est-ce qu'ils sont dans le tunnel? Je me pose la question. Mais du coup, c'est aussi un aveu de faiblesse. Qu'est-ce qui fait qu'on en est là aujourd'hui, à se retrouver aussi bien ici, aux entretiens préparatoires des ennemis, mais au Wisherfest, dans 2 jours, où on ne sera pas beaucoup plus nombreux. Un peu plus, mais pas beaucoup plus nombreux. Donc ça, c'est aussi des questionnements. Et je me dis, et Camille, je te regarde parce qu'on en discute souvent, qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas, pourquoi on n'arrive pas à massifier le fait que ces questions prennent la place qu'elles doivent prendre dans la société? Peut-être pas, hein, mais moi, c'est des choses qui me font réfléchir constamment, qui font que presque chaque jour, je m'interroge, je doute, je me dis, ok, on va essayer ça, on va voir. Donc, voilà un petit peu, moi, ce dont j'avais envie de vous parler. J'ai longuement réfléchi, je me suis dit, tiens, je parlais de théorie, on va parler d'entropie, on va parler du temps. Mais en fait, non, j'avais envie de vous livrer un petit peu ceci. Je suis désolé si j'ai pas de solution. Faites comme ça, de toute façon, je ne sais pas ce que vous attendez de moi, évidemment, mais c'est plutôt quelque chose d'assez personnel que j'avais envie de vous livrer. Et Vincent, je te remercie d'organiser avec toute l'équipe, Giacomo, Riwad et compagnie, etc. Et je te remercie de m'avoir permis de poser ces quelques mots sans réponse. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Taoufik, pour ce témoignage très, très sensible, très personnel. Je pense que nous vivons tous
dans nos chairs ce problème d'absence d'intermittence, en fait, hein, puisque nous n'arrivons plus, nous sommes court-circuités par l'automatisation à tous les niveaux. On va le détailler d'ailleurs pendant ces 2 jours. Et c'est bien que tu rappelles que voilà, dans la vie, il y a des intermittences, il y a des bifurcations. Et tu en as vécu, toi, beaucoup, à titre personnel. C'était touchant de l'entendre. Alors, je vais faire une petite introduction courte. J'ai un petit texte, donc du coup, ça me permettra de ne pas trop déborder. Donc, je vous ai rappelé hein, le contexte. Alors, pourquoi sommes-nous ici aussi à la Cité Fertile? Nous sommes ici en Seine-Saint-Denis, et vous le savez, la Seine-Saint-Denis, c'est le territoire apprenant contributif. Pour l'IRI, c'est particulièrement important d'avoir cet ancrage local, hein, local au sens de la localité, qui est le thème sur lequel nous avons beaucoup travaillé avec Bernard, et toute la communauté de chercheurs qui a produit le livre Bifurqué. Mais à l'heure où nous sortons à peine de cette crise du Covid, tous les repères sont brouillés. Hein, et notamment les repères qui balisaient jusqu'ici le monde du repos et le monde du travail, le monde privé, le monde public, comme on disait dans l'ancien monde. Jusqu'au jour et la nuit, hein, pour ceux qui ont un peu lu le texte qu'il a diffusé sur la société automatique de Bernard, hein, à partir de Jonathan Crary, cette perte de repères, cette perte de balises. Donc nous proposons aujourd'hui, pendant ces 2 jours, d'étudier de nouvelles formes d'intermittence, il faut les redécouvrir, hein, qui se mettent en place entre le travail que nous comprenons comme le moment du développement du savoir, vous le savez, et économie, emploi, compris comme le mouvement de la mise en valeur de ces savoirs. Alors pour l'IRI, à la suite de Bernard, cette intermittence nécessaire, notamment entre travail et emploi, c'est une illustration, en fait, travail et emploi, c'est une illustration dans le champ économique d'une intermittence beaucoup plus fondamentale. Vous l'avez sans doute compris en lisant les textes de Bernard. Cette intermittence que Bernard appelle noétique, fondamentale, entre nos automatismes et nos bifurcations, entre tout ce qui est calculable et ce qui est incalculable, entre aussi le désir et la pulsion, mais aussi entre l'entendement et l'imagination, pour le dire dans le modèle kantien que Bernard a beaucoup repris, ou entre le rêve et l'action. Là, je vous résume un petit peu le texte qui vous avait été diffusé. Malheureusement, et compromettant largement cette intermittence, la crise du Covid manifeste et renforce des courts-circuits de toutes sortes. Ce qu'on a appelé avec le collège scientifique et industriel de l'IRI, je remercie d'ailleurs Gérald, mais on va présenter Gérald et Pierluca juste après. J'en profite pour remercier d'abord Gérald Moore qui a proposé ce thème de l'intermittence, qui a travaillé avec nous, donc en tant que président du collège scientifique et industriel de l'IRI. Donc ce court-circuit a provoqué une sorte de skise, hein, c'est ce qui avait été évoqué dans les réunions que nous avons faites avec le collège pour préparer ces entretiens, dont les conséquences pathologiques restent encore à mesurer. Là-dessus, Marie-Claude est avec nous, on pourra en parler, pour pouvoir penser une intermittence luttant contre la synchronicité anthropique. Donc là, je résume un peu toute la complexité de cette pensée, ou pour le dire avec Antoinette Rouvroy, que nous avons invité demain matin, pour développer une hétérochronicité. C'est bien cette articulation des temps qui va nous intéresser, sur laquelle beaucoup de gens travaillent. Il y avait il y a un mois un séminaire de France Stratégie sur la question des temps. Alors la question des temps, c'est un thème très politique aujourd'hui, hein, parce que ce n'est pas seulement les questions du revenu étudiant, revenu contributif, revenu universel, c'est aussi la question des retraites, c'est aussi la question du temps de travail. Enfin, on est sur des questions politiques lourdes, hein, mais que Antoinette décrit comme une nécessaire hétérochronicité. Elle nous en parlera demain. La thèse défendue par l'IRI dans son programme est qu'il faut développer ces nouvelles formes d'intermittence dans le cadre d'ateliers de capacitation. On en parlera aussi pendant ces 2 jours, où il s'agit de développer des savoirs au niveau individuel et collectif, c'est toujours inséparable, hein, dans la lignée de Simondon, bien sûr. En effet, notre modèle de l'économie contributive, dans notre modèle de l'économie contributive, les participants à ces ateliers de capacitation doivent être soutenus par un revenu contributif conditionné à des périodes d'emploi auprès d'employeurs labellisés. Nous reprenons ici le modèle
de l'intermittence du spectacle, historique, mais notre hypothèse est que cette intermittence est déjà largement à l'œuvre aujourd'hui dans de multiples situations, et qui malheureusement sont des situations subies et des situations précaires. J'en cite quelques-unes à débattre. Je donne vraiment des pistes, c'est personnel, mais on verra si voilà, ça fait écho aussi avec vos réflexions. Tout d'abord, les situations de chômage à répétition, particulièrement chez les jeunes. Il est évident qu'on est dans une intermittence subie, mais une intermittence qui permet tout de même à certains chômeurs d'arriver à développer entre les périodes d'emploi qu'ils ont des savoirs très intéressants. Les étudiants, vous savez qu'il y a un groupe de travail de l'association des amis de la génération Thunberg sur le revenu étudiant. L'intermittence étudiante est quelque chose d'absolument fondamental à instituer, à mettre en œuvre. Bon, l'Assemblée nationale a renoncé à finalement étendre le RSA, vous le savez, aux étudiants, mais c'est peut-être pas juste une question d'extension du RSA, il y a aussi une réflexion à avoir sur cette fameuse articulation entre temps du savoir et temps de sa mise en œuvre. Collectifs de malades. Vous savez que ce sont des collectifs qui sont extrêmement importants aujourd'hui dans le développement du savoir, dans la santé. Ces collectifs de malades, comment font-ils pour dégager ce temps de développement de savoir? Essentiellement par les couvertures de maladie, par exemple. Une autre forme de financement de l'intermittence. Retraités, actifs, qui sont extrêmement importants pour la société aujourd'hui. On s'en rend compte après avoir institué une coupure radicale. Olivier pourra nous en parler. On voit bien que ça n'est plus un modèle valide et que l'intermittence que la retraite permet est une formidable opportunité pour la société. Donc arrêtons de faire la critique des boomers. Je suis écolo, mais je trouve franchement c'est pas justifié. Le financement de ces intermittences est à chaque fois l'enjeu d'une décision politique et d'une gestion paritaire, selon nous. Ces deux dimensions doivent s'articuler. Des décisions de politique nationale concernant le revenu des étudiants, par exemple, ou bien du revenu universel, constituent une voie. Des lois d'expérimentation, telles que celles mises en œuvre par le territoire zéro chômeur de longue durée, sont aussi un excellent exemple pour mettre en œuvre ces nouvelles formes d'intermittence. À l'IRI, vous le savez, nous visons toujours cet objectif de loi d'expérimentation pour la mise en œuvre du revenu contributif. On y reviendra bien évidemment pendant ces 2 jours. À partir du moment où des mécanismes nationaux se mettent en place, le financement de l'intermittence peut se mettre en œuvre même au sein d'une entreprise. Il y a déjà des mécanismes de l'alternance, mécanismes de l'apprentissage, mécanismes de l'insertion. En Seine-Saint-Denis, nous travaillons beaucoup avec des entreprises de l'économie sociale et solidaire, des entreprises qui font de l'insertion, forme d'intermittence très intéressante. Ou dans le cadre de ce que nous avons appelé des conventions collectives territoriales, on parlera sûrement dans la session économique, peut-être avec Clément par là, pour penser cette intermittence au niveau territorial. C'est aussi, me semble-t-il, la direction que Dominique Bourg et Sophie Swatton ont inaugurée avec le revenu de transition écologique, mais dans une logique beaucoup plus coopérative et locale. Il n'y a pas cette dimension nationale qui, pour nous, est indispensable. Dans les 2 cas, niveau entreprise ou niveau territorial, nous disons souvent niveau micro, niveau méso, de nouvelles comptabilités sont à inventer, à expérimenter. C'est le sens du travail que nous menons avec Clément Morla à l'IRI et dans notre collaboration avec Alexandre Rambaud, la comptabilité CARE, mais aussi l'Alliance Compta Régénération, animée par Dorothée Browers et Jean-Paul Carsanti. Je les salue s'ils sont par hasard en ligne avec nous aujourd'hui. Alors pour conclure, je dirais que la concrétisation de cette intermittence noétique que décrit Bernard, toujours entre le synchronique et le diachronique, tant finalement nous sommes dans l'automatisation et celui où nous bifurquons, ne conduit pas à un design formel et stable. On va parler design un petit peu pendant ces 2 jours, parce que pour nous, en tout cas à l'IRI, c'est toujours très important de dialoguer avec les designers, parce que le savoir étant conditionné par l'organologie numérique, très nettement aujourd'hui, il faut se poser des questions de design de cette organologie numérique. À vrai dire, il faut, au contraire d'un design formel et stable, quelquefois ça me fait peur quand j'entends certains
designers qui interviennent dans les entreprises avec, vous savez, le design thinking, les choses qui sont extrêmement réglées. Bon, c'est pas tout à fait notre méthode dans cette scène. Il faut au contraire qu'il soit métastable. Alors qu'est-ce que c'est qu'un design métastable? Ça serait intéressant à discuter avec les designers, au sens de Simondon, bien sûr. C'est un design ouvert à la bifurcation, à l'organisation méganthropique, et c'est des systèmes numériques qui ne sont pas intégralement diachroniques, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas seulement des outils d'écriture, par exemple, mais où il faut jouer du synchronique et du diachronique. Le synchronique de la compréhension avec le diachronique du trouble, de la surprise, de ce que Bernard appelait la surpréhension. Alors pour finir, je voudrais juste vous donner un petit exemple. Je vais vous faire écouter une petite vidéo qui était vraiment absolument pour moi, qui a été un peu un coup de cœur. J'en parlais à Taoufik quand on s'est parlé au téléphone pour préparer. C'est un projet que nous avons mené avec Bernard en 2015, le projet Pensée improvisée. Je le cite souvent dans plusieurs articles pour illustrer l'intermittence entre automatisation et désautomatisation chez les artistes. Parce que je pense que c'est chez les artistes que ça commence. Ou en tout cas que c'est peut-être le plus visible et que c'est le plus vital. Un vrai artiste, il a besoin de cette intermittence-là. Sinon, il est automatisé. Mais alors, vous allez voir dans la petite vidéo que vous jouez, si Jacob va réussir à la retrouver, de Denis Podalides, vous allez voir que ce n'est pas un refus de l'automatisation. C'est faire en sorte que cette automatisation, ces automatismes pour l'artiste deviennent l'occasion de la vraie improvisation. C'est-à-dire pour Bernard, la vraie improvisation, c'est la vraie pensée. C'est là au moment où on s'appuie sur l'automatisation pour se désautomatiser. Il ne faut pas opposer les deux. Et cette désautomatisation, donc pour les musiciens, pour les écrivains, pour les gens du théâtre qui ont témoigné dans ce projet Pensée improvisée, c'est le fait de s'appuyer sur une automatisation pour la dépasser dans l'improvisation. Bon, dans un dispositif que je ne vais pas décrire parce que je suis trop long, et dans un dialogue en fait qui existait en plus entre un dispositif d'informatique musicale qu'on avait développé avec l'IRCAM, qui était un dispositif précisément d'automatisation, mais ouvert à la réflexivité, c'est-à-dire à la réponse de la part du musicien. Entre ce temps d'automatisation et ce temps de diachronique, si je puis dire, de réponse du musicien, un délai. Alors un délai dont on a parlé avec Colette Tron dans les écrits du numérique, que Colette organise chaque année. Merci Colette d'ailleurs de l'avoir organisé cette année, c'est sur le principe de la télégraphie. C'est tout à fait intéressant et pour moi très proche de la télé-intermittence. Finalement, je crois que c'est comme ça que je vais appeler mon intervention. Cette télé-intermittence, donc, était particulièrement visible dans les ateliers que nous menions avec Bernard Lubat, mais vous allez le voir dans cette petite vidéo avec Denis Podalides. Voilà, donc pour conclure, ce que je voudrais dire, c'est que cette intermittence, ce design de l'intermittence dans le spectacle vivant, vous allez le voir ici avec Denis Podalides, mais dans des dispositifs numériques que nous développons à l'IRIS, c'est un design que j'appelle bienveillant. C'est ce que nous essayons de définir actuellement avec la FCPE, avec Théo Santis qui est là, avec Olivier, et Matrice, donc, qui est une association de développement informatique avec nous, pour essayer, avec des parents d'élèves, de penser ce design néganthropique, ce design bienveillant et intermittent. Donc pour conclure, je dirais que ce qui caractérise un groupe, vous allez voir, ça n'est toujours jamais seulement individuel, c'est toujours entre l'individu et le groupe que se joue cette intermittence. Ce qui caractérise un groupe, c'est d'abord son autonomie. Nous y reviendrons avec Antonella Corsani et Antoinette Courbois demain matin. C'est-à-dire, l'autonomie, sa capacité à se donner des règles, à accéder à la normativité, pour dire avec Canguilhem. Il faut qu'un groupe puisse décider de la manière dont sera organisé le partage des contributions, y compris en termes d'architecture du réseau et de gestion des données. Donc là, vous voyez, on rentre dans le design, dans des questions informatiques très précises. Cela peut se traduire, d'ailleurs, par la remise en question par le groupe, de manière régulière, des catégories, ou ce que nous appelons des métacatégories, constituant son langage commun d'annotation. Marie-Claude nous en parlera peut-être à la clinique, c'est une perpétuelle
réflexivité sur cette question qui est à l'œuvre. Ceci implique que les réseaux sociaux, qu'on peut imaginer pour le futur, soient dotés d'un dispositif de gouvernance. Alors, Wikipédia est un exemple, mais attention, Wikipédia, vous le savez, est sous la menace de l'automatisation. Il y a de plus en plus de bots qui font travail sur Wikipédia, et ça n'est pas sans menace et sans danger pour l'avenir de Wikipédia. Il faut en tout cas très sérieusement se reposer la question de la collaboration avec les robots, avec les bots de Wikipédia. Ça devient un enjeu que Bernard appelait parfois de cobotique, mais enfin la cobotique désignant autre chose dans le secteur industriel. Une telle conception donc, du réseau, foncièrement attachée à une dynamique de travail collaboratif, car fondée sur un travail commun, et contributif, car fondé sur des apports reconnus des contributeurs à la production de savoir, doit faire fonctionner le calcul à des fins délibératives et non pas prédictives ou, pire, performatives. Vous savez, aujourd'hui, on est à ce stade-là. Donc pour finir, je vous propose cette petite vidéo, si Jacob a réussi à la télécharger. C'est très court, ça dure 2 minutes, mais je pense que ça nous mettra un peu dans l'ambiance de la discussion sur cette question de l'intermittence. Et je passerai ensuite, Colette, je te passerai ensuite le micro, Colette, pour introduire Gérald et Pierluca et la session que nous allons entamer ce matin. Parce que les répétitions aussi créent, moi j'adore arriver à un sentiment de liberté qui implique à la fois une totale maîtrise et un total abandon. Parce que les répétitions aussi créent une certaine mécanique, une certaine automatisation qui vous permettent une relative sécurité. Que même les jours, parce que Diderot le dit, le problème c'est pas de jouer une fois, c'est de jouer 2 et 3 et 10 fois. Et ça crée un... Et souvent les amateurs ne connaissent pas ce problème. Parce que les amateurs souvent jouent 1 fois ou 2 dans un sentiment de miracle, justement, un sentiment de... alors que les acteurs professionnels jouent dans le sentiment de la répétition, parfois même de la saturation du nombre de représentations. Un acteur qui joue 400 fois, il arrive parfois à non seulement un sentiment, même plus d'automatisation, d'aliénation absolue, et de fait d'être abandonné de lui-même sur une scène, et d'être cette espèce de chose qui joue. Sentiment aussi que j'ai connu, qui est un sentiment atroce. Alors là, vous dire que vous êtes dans l'automatisation la plus... Et fait, je pense qu'il est vrai, c'est que le sentiment heureux de jouer, c'est quand on dépasse cette contradiction entre la saveur de la première fois, la saveur de la découverte, et ce sentiment d'être libre, dans une forme définie, mais qu'on explose. Et même moi, j'adore, parfois, je le fais très souvent, la mise en scène, je l'oublie totalement, et même je suis désinvolte avec ça, je suis même insolent, j'oublie un jeu de scène volontairement, je m'en fiche complètement, parce que les jeux de scène, ça n'a aucun intérêt, les effets n'ont aucun intérêt, c'est l'agencement de tout ça, le récit qui court derrière tout ça dans les têtes des spectateurs et des acteurs, et la rencontre qui se fait le soir même. Mais pour atteindre cette capacité-là, c'est vrai qu'il faut quand même avoir encaissé beaucoup, avoir travaillé beaucoup. Pour moi, l'improvisation, c'est jamais le premier jet, en fait. Mais la capacité d'un acteur à dépasser le schéma d'une mise en scène, pour moi, c'est décisif, effectivement. Bonjour à tous, merci de votre présence, merci beaucoup à Vincent Puig et Gérald Moore de m'avoir invité à participer à cette session des entretiens du Nouveau Monde Industriel, la session préparatoire qui est toujours un moment clé dans la suite et le rendu du mois de novembre ou décembre, c'est-à-dire du temps où on aura effectivement travaillé et travaillé collectivement, individuellement et collectivement à ces
ces sujets. La société intermittente, donc, qui vient d'être présentée par Vincent Puig, que vous connaissez tous, hein, qui est directeur de l'Institut de recherche et d'innovation, qu'il a fondé en 2006 avec Bernard Stiegler, et puis Taoufik Vallipuram, qui coordonne le Wish Fest. Et merci beaucoup pour ces deux introductions, évidemment très émouvantes, très touchantes et évidemment très pertinentes. Vincent a fait une large présentation des enjeux, des différents enjeux de cette intermittence. Je pense qu'on est dans un moment vraiment très problématique par rapport à cette question-là. Comment l'intermittence pourrait s'articuler à la question du temps long, qui est le sujet du Wish Fest. Je pense que c'est une intermittence régénératrice, hein, évidemment, qu'on va parler. Ars Industrialis a toujours soutenu l'intermittence comme un nouveau modèle, et en s'inspirant évidemment de l'intermittence du spectacle. Je ne vais pas être très longue. Je voudrais surtout remercier Gérald Moore qui nous a rejoint, d'avoir proposé cette thématique et de l'avoir travaillé avec autant de précision. Gérald nous a rejoint, donc je ne sais pas qui des deux intervenants va commencer. Donc Gérald Moore est directeur du comité scientifique de l'IRI depuis quelques mois, hein, à la suite de la disparition de Bernard Stiegler. C'est un comité scientifique collectif et pluridisciplinaire. Il est aussi professeur de philosophie à l'université de Durham, et il connaît bien la philosophie politique et la philosophie continentale. Interviendra aussi un de ses doctorants qui va bientôt présenter sa thèse, qui est Pierluca D'Amato, qui a enregistré donc son intervention qu'on va écouter. Alors l'intervention de Pierluca D'Amato s'appelle Prometheus'bind towards the pharmacologie of intermittence. Alors, je ne sais pas si on dit aussi directement, si on traduit aussi directement intermittence en anglais. Et puis l'intervention de Gérald Moore s'appelle Against Simplification, COVID-19, Resilience and the Original Intermittent Society. Je vais vous laisser la parole et puis on aura un large temps de discussion, je crois, après chaque session. Merci. Merci Vincent, merci aux organisateurs aussi. J'ai fait pas exactement le maximum pour faire la distance dans le temps, mais j'ai énormément profité de l'aide non seulement de Taoufik et de Vincent, mais surtout d'Elvira. Je crois qu'il vaut mieux commencer avec l'exposition de Pierluca D'Amato, car franchement c'est lui de qui j'ai piqué la notion de l'intermittence élaborée comme il le fait dans la thèse excellente qu'il est sur le point de soutenir. Vincent, vaut-il mieux jouer la vidéo de Pierluca depuis Pantin ou depuis mon ordinateur ici? Ça fait une différence technique? Sinon, je partagerai mon écran. À partir du moment où Giacomo me permet. Giacomo, can you let me share my screen? Merci. Ça marche. Alors, on commence avec Pierluca D'Amato. Good morning, everybody. Thank you for having me today. It's a shame I cannot present live, nor be there in person, but I will be available for the discussion, so today and tomorrow as much as I can. With this paper, I'm going to provide a general introduction to the issue of intermittence of life. There are
started exploring during my doctoral work. As I will show, intermittence is a very interesting notion that dates back to Aristotle's biology, and that we can find, although not fully developed, also in Bernard's philosophy of exorganic life. The first part of my presentation, I will provide a definition of life and of its main features. I will then analyze in more detail the most important of them and outline the distinctive character of noetic life. I will then introduce the notions of cryptobiosis and intermittent and relate them to our technosocial environment, showing that while we can understand pharmaca as intermittently poison and cure, we must also start to conceive a pharmacology of intermittent. Let's start with definitions. The physicist Erwin Schrödinger defined life as a and local behavior matter, not based exclusively on its tendency to go over from order to disorder, but based on existing order that is kept up. For Schrödinger, the distinction between living and non-living rests on how patterns of matter and energy resist entropy, the measure of the tendential increase in disorder in open systems. While all physical patterns are kernels of order, inanimate objects face entropy only through their formal configuration. More complex patterns can instead be understood to be alive if they do something to preserve themselves against the entropic drifts they are constantly exposed to. The living organism avoids decay, Schrödinger writes, by eating, drinking, breathing, and in the case of plants, assimilating. The technical term is metabolism. Of course, Schrödinger reminds us that living beings cannot defeat death, but only keep away from it by continuously drawing negative energy from their environment. As a consequence, life can be understood as a dynamical struggle rather than a passive form of resistance against entropy. With the words of artificial life by me and Christopher Langton, then life is a kind of behavior, not a kind of stuff. Arguably, the first philosopher to define life through a list of typical behaviors or functions is Aristotle, who in his De Anima proposed a list of the psychic powers or powers of the soul. Although varying in the text, the life functions identified by Aristotle are self-nutrition, growth, decay, reproduction, appetite, sensation of perception, self-motion, and thinking. According to the philosopher Paul, should even one of these belong to something, we say there is a life. While most living beings share some characteristics, in fact, not every species possesses them all. Sessile organisms like sponges or corals are not capable of self-locomotion, while the jellyfish Turritopsis boroni can reverse its biotic cycle, returning to its polyp state instead of dying of old age. In his commentary on the text, Gérald Moore suggests that since for Aristotle something must possess just one life function to be categorized as alive, all the items of the animals list must share a common trait. The easiest way to find such feature consists in nesting Aristotle's life functions, a strategy that exposes self-nutrition as the capacity underlying every other life function. Today, we refer to this capacity by addressing either its general mechanism, metabolism, or its purpose, that is, self-preservation. This term, employed by NASA since 1994 to inform its search for extraterrestrial life, is important, because while self-nutrition must be present in some form to allow for reproduction, both these life functions are essential, respectively, for the active preservation of individual organisms and species. A quick consideration of the typically episodic exercise of the reproductive function, however, reminds us of Aristotle's definition of life functions as powers or capacities. As such, the distinctive behaviors of life are characterized as not being exerted with continuity. In other terms, Aristotle highlights that living beings do not reproduce or nourish themselves continuously, but rather intermittently. The way in which Aristotle describes life function leads them to a series of interesting questions. Is it possible to say that something is alive if it doesn't exchange energy with its environment through some sort of metabolic process? For instance, are seeds alive? And in what does self-sustainment ultimately consist of? The perfect point to start answering
these questions is to consider the phenomenon of cryptobiosis. Its discovery dates back to the August of 1701, when the father of microbiology, Antoine Bleuenel, started conducting simple experiments on the little animals he collected from his house garden. After observing that these organisms were progressively drying up, looking less and less lively as the water in which they were swimming evaporated, he noticed that they would start moving again following rehydration. According to the entomologist David Caney, who coined the term, cryptobiosis could indeed be described as the state of an organism when its metabolic activity is at its lowest level, sometimes reaching a hardly measurable value, and in some cases actually coming to a standstill. The physiological and biochemical processes being reversibly arrested for different periods of time. This state can be the result of three conditions, or their combination: the lack of oxygen, of water, or an exposition to very low temperatures. In its different forms, this phenomenon has been observed in a variety of living beings, such as tardigrades, the animal in the background, plant seeds, roundworms, and rotifers. Further experiments on rotifers, the type of organism studied by Bleuenel, have demonstrated that this behavior is possible because organisms in the cryptobiotic state of anaerobiosis can vitrify their cells through processes that protect structure but prevent function, and are therefore capable still of a form of self-sustainment for an indefinite period of time, although without exchanging energy or matter with their environment. I'm sure the lecture today at Redmond will expand upon this phenomenon from a more rigorous point of view and explain it in more detail. For now, though, as put by American biochemist James Clegg, we may conclude that there are three states of biological organization: alive, dead, and cryptobiotic. As paradoxical as it could seem, cryptobiosis proves that both the essential life functions we have highlighted are not necessarily exerted with continuity, and that also metabolic processes can be, at least in some cases, indefinitely put on hold. The fact that life defined through these functions can be suspended opens the space to conceive a sort of intermittence of life. Intermittence is the status of what is coming and going, of what is, but in a discontinuous manner. The intermittent is what can be, and indeed sometimes is, but not continuously. A property or a process does not actualize once and for all, and that, when it is not actual, exists as a possibility inscribed in a virtual field of affordances. Cryptobiosis is an extreme case of prophecy, a suspension of the normal foraging activity of animals that in some mammals takes place in the winter, while in other species, like some insects, fish, and amphibian, can take place in summer, when temperatures rise to possibly harmful levels for the organism. In his book, Darwin's Dangerous Idea, Daniel Dennett reflects upon the intermittence of life by considering the evolutionary function of sleep. Overturning the impression of sleep being maladaptive because it exposes unreactive organisms to predation, the philosopher stresses how plants live their whole lives in a vegetative state, while animals must hunt for food. There is waste energy in order to retrieve energy. Plants carry on the same metabolic functions, processing energy to grow and reproduce in an arguably more efficient way. As Dennett suggests then, it is being awake that needs an explanation. Animals, unlike plants, need to be awake at this part of the line in order to search for food and procreate. Being awake is relatively costly compared with lying low. Since animals must hunt in order to survive, but they are not constantly hunting, Bennett's comparison calls for a closer consideration of Aristotle's biology and its relation to the intermittent character of life functions. The idea of intermittent
enters the philosophy of Industriel precisely through his reading of Aristotle's De Anima and the relation that the Greek philosopher draws between the nutritive, the sensitive, and the noetic souls. Nesting the life functions identified in Book 2nd and 3rd, Aristotle classifies them from the most common to the least diffused among living species, arguing that plants possess only nutritive and reproductive capacities, while animals also possess the faculty of sensation, and humans possess all of the above, plus the capacity to think. In his book Acting Animal, Stigler explains the relation between this classification and the Aristotelian description of life functions as follows. The source of animals, he writes, is sensory, through acting, only when it reproduces itself. The rest of the time it remains in the inferior mode of the vegetative soul, which Aristotle also calls nutritive. The same applies to the intellective or noetic soul. It is only rarely in action and remains most of the time in the sensory mode. This idea allows Stigler to depict both his life-changing experience with incarceration and his philosophical activity through the figure of a flying fish that will become the symbol of his school, Fr. The image assumes for him a double role, at the same time existential and philosophical. On one side, it describes the condition of incarceration, in my cell, when I was like a fish out of water, in itself a disciplinary administration of intermittence, an interruption of relations and a suspension of activity for temporal and spatial. And on the other, it describes Stigler's philosophical stance. From then on, he writes, philosophy consisted of considering the milieu while being able to extract oneself from it, in the same way as a flying fish can leave the water, only intermittent. From acting out onwards, the notion of intermittence will appear in many of Stigler's older works, but lack a dedicated and in-depth treatment, a sketch of which is proposed only in the first volume of His Belief and His Credit. Here, the philosopher touches upon Aristotle's De Anima and considers the faculty of reason, nous, in its relation to sensibility. The idea is that when an organism possesses the faculties that characterize two or more souls, as it is the case of animals and humans, the most common of them relates to the least diffused, as a power relates to an activity. In animals, for example, the vegetative faculty underlies the sensitive one as the baseline activity necessary for its exercise. The latter, however, is exercised only episodically, the rest of the time leaving animals in a state close to the vegetative one. The same applies for the power of noesis. As stressed by Stigler, in fact, the noetic soul is not always in action. Its mode of being, ordinary, is to be simply sensitive, which means that it remains in the state of power, of its powerless power. It is only intermittently that it passes to the sensational stage of noetic, which is also its extraordinary stage. While plants exercise exclusively their vegetative faculty, then, this is also present in animals that exercise intermittently their sensory capacities. Humans, in turn, exercise intermittently their noetic faculty. The rest of the time, living their lives in a sensitive modality analogous to that typical of animals. This is the sense in which Stigler adopts the Deleuze definition of bêtise to indicate the specifically human form of bestiality that differs from animality because the animal is protected by specific forms which prevent it from being stupid, but nevertheless indicates a form of regression, that beastly or stupid tendency that was already taught in Aristotle as the regression of the intellective sensational soul to the sensitive stage. That is what contemporary industrial entropy exploits. This exploitation of regression is possible because, as sensibility inact, the noetic
finds its expression in laws. All sensibility in act becomes, for a noetic soul, the support of an expression. This expression is a laws, word or gesture, narration, poem, music, engraving, representation in all its forms, but also savoir-faire and savoir-vivre in general. Stressing that the technical medium mediates the passage to the act of the noetic soul and of the noetic faculty, Ziegler highlights its function with regards to the intermittence of noises in the following terms: education, attention formation, culture and civilization all amount to systems and apparatuses whose aim is to struggle against this regression. As pharmaca, however, these systems and apparatuses can be wielded through conditioned behaviors and cause that regression towards bestiality that Ziegler identifies as artificial stupidity and traces back to the weaponization of the technologies of thought characteristic of hyper-industrial capitalism. This is the inescapable condition that comes with the curse of Prometheus, his liver being devoured during the day only to grow back during the night, an intermittence of his suffering resonating with that of noetic souls. They always oscillate more or less in a bipolar passion between progression and regression. In Cambieri's language, Ziegler writes, we must speak of noetic souls thus oscillating between two poles of disease and care, and constituting what Simondon calls an indefinite dialogue. It is in the first volume of Capleton à Français that Ziegler describes the pharmacon as itself intermittently poison and cure, and also speaks of intermittences in a pharmacological sense. There is of positive and negative intermittences, with reference on one side to the technically induced regression and the electropharmaceutical abolition of intermittence described by Jonathan Crary, and on the other, the necessity to counteract such drifts in the therapeutic attempt to recast horizons of projections that prepare for bifurcations. That is to say, possibilities and impossibilities of the future. In other words, promises. It is within these coordinates that we can define a pharmacology of intermittence and assess the intermittent role of pharmaca within the spheres of noetic and social life. At present, in fact, the economic machinery extracting value from life by encouraging its regressive tendencies exploits the administration of intermittence by developing entire systems of pharmaca as pivots between burnout and release. While the promotion of a culture of exhaustion inhibits autonomous administrations of intermittent for closing any authentically therapeutic retreat away from the unhealthy environments of industrial capitalism, the post-social capture of free time operated through the electric stimulation and consolidation of pathological neurological pathways continues the extraction of value by maximizing screen time, ultimately exploiting the regression in which the exhausted mind cannot but precipitate. Rather than as engineered pivots governing the oscillation between actual dreadful alternatives, pharmaca can instead be rediscovered and designed as the singularities separating virtual possibilities from their intermittent actualization. And a therapeutic administration of intermittence can be reconceived as instrumental to the preservation of life in adverse environmental conditions, helping to expand the range of possibilities to construct or the chances to encounter healthier beings. In his automatic society, in fact, Ziegler ties intermittence not only to sleep, but to the oniric force that for him is the noetic force. The ability to dream, for Ziegler, lies at the origin of all thinking. And he writes that as such, dreams are the dreams of the conditions for their own realization. In other terms, intermittence can be understood as the source of noetic
those social automatisms that bind neurological automatisms, and therefore allow for the conversion of subsistence into existence. A study of intermittences of life functions that unveils the constant regressive drift that organic, noetic, social life struggle against can help us understanding how systems of pharmaca are designed to encourage temporary tendencies and allow us to envisage how entropic drifts might instead be rechanneled to create the conditions for the invention of new promises, for the bifurcation we so desperately need to identify in order to engage in the design of actually negentropic activities. And this is me. Thank you very much for your time. Il ne peut pas être présent avec nous aujourd'hui en raison d'avoir tout récemment commencé un nouveau poste. Je ne sais pas s'il sera là pour les questions aussi, mais on est carré après à mon intervention à moi, avec lequel on s'enchaîne tout de suite. Puisque je n'ai pas eu le temps de le traduire, j'ai mis dans le chat le fichier téléchargeable, mais il a besoin que je sois prête à répondre aux questions. Ok, je vais recommencer le montage d'écran, cette fois avec un PowerPoint. And I'll switch into English at this point then. So the topic I wanted to talk to you about today is really a little bit of gap filling. We're starting a new project at the Institut de Recherche et d'Innovation led by Noel Fitzpatrick, and which was conceived by Bernard Stiegel right at the very end of his life. On the networking of ecologically smart territories, looking at concepts like biodiversity, technodiversity, and neurodiversity. And since none of us participating in the project really have a great deal of expertise in the history of agriculture and topics like that, I really thought I better start reading up on them myself. And the presentation today is my very first steps in that direction. And they really link to this, the topic of this seminar, in the sense that we're looking for connections between, on one hand, the state of exhaustion and susceptibility to illness that defines contemporary society. We're looking to link that with a kind of depleted monoculture of inadequate resilience, and how that might be put back into dialogue with alternative forms of resilience, which we can link in turn to an alternative concept of society as intermittent rather than always on and burnt out. So, with that in mind, let me begin. We'll start off with a quotation. So the title of the talk today, again, Simplification, COVID-19, Resilience, and the Original Intermittent Society. We'll start by talking about the original intermittent society. And we'll start on that note with a quotation from Yuval Harari, the book Sapien. Rather than heralding a new era of easy living, the agricultural revolution left farmers with lives generally more difficult and less satisfying than those of foragers. Hunter-gatherers spent their time in more stimulating and varied ways and were less in danger of starvation and disease. The agricultural revolution certainly enlarged the sum total of food at the disposal of humankind, but the extra food did not translate into a better diet or more leisure. Rather, it translated into population explosions and pampered elites. The average farmer worked harder than the average forager and got a worse diet in return. The agricultural revolution was history's biggest fraud. So we're looking back about 10,000 years ago at the shift from the Pleistocene to the Holocene
and the agricultural Neolithic revolution that was so fundamental to that shift. Perhaps the central contention of Yuval Noah Harari's unexpected bestseller, Sapiens, is that human civilization bifurcated for the worse around 10,000 years ago at the time of the Neolithic or First Agricultural Revolution. Harari describes how, prior to the settling of agriculture, our hunter-gatherer ancestors would have spent just a few hours per day in a rather leisurely pursuit of food. A variety of foraged fruits, seeds and meats whose nutritional value far outstripped what we have endured over the majority of subsequent cultural history. Wheat, however, changed everything. Its cultivation demanded vast quantities of land clearance and backbreaking labour, both human and animal, forcing workers of all species into densely packed permanent settlements that would be hotbeds for infectious diseases. The earliest cities, in other words. Our ancestors' dependence on a monocultural carbohydrate diet moreover led to mineral deficiencies and tooth decay, plus heightened susceptibility to drought and immunological weakness. Echoing Harari, the Yale-based political and agrarian theorist James C. Scott writes, and here is the second quotation from his superb book, Against the Grain, A Deep History of the Earliest States. The late Neolithic multi-species resettlement camps. So Scott will describe cities as multi-species resettlement camps because they don't house only humans, they also house cattle, a vast array of insect life, biotic life, parasites that live on and around humans at that time. The late Neolithic multi-species resettlement camp involved a lot more drudgery than hunting and gathering and was not at all good for your health. Why anyone not impelled by hunger, danger or coercion would willingly give up hunting and foraging or pastoralism for full-time agriculture is hard to fathom. Harari's answer to this question suggests that time was of the essence. Had the bifurcation been sudden, then we might have noticed its effects quickly enough to change our minds. But its advent played out over a gradual increase in infant mortality, the deferral of which only until later childhood coincided with the corresponding growth of anxiety in the face of death. In other words, it's only at this time, allegedly, that this time of wheat having made possible extended lifespans, it's only at this moment that we really start to get the anxiety in the face of death that Heidegger talks about. Up to that moment, we'd be so habituated to children dying that it would have had much less of an emotional impact on us. The fateful miscalculation, as Harari describes it, to transition to sedentary agriculture worked as a trap, habituating, or we might better say automating, Neolithic peoples into routines of living and expectations of imagined luxury, to which they clung well past the point of their costs outweighing the benefits. Scott's alternative response to the question of why on earth anyone would switch to settled agriculture is less subtle than Harari's, but more compelling in the deep historical evidence that he provides for it. The surrender to settled agriculture, Scott argues, wasn't willing, but rather coerced, the outcome of a creeping culture of simplification that did away with a huge variety of bio and techno-diversity, savoir-faire and savoir-vivre, all for the ease of taxation. To see how this coercion played out, let us return to what, with hindsight, we might call the original intermittent society. In his seminal 1972 work on Stone Age economics, the anthropologist Marshall Salins famously hypothesized that the Paleolithic era preceding the agricultural revolution might best be described as the original affluent society, the name of the very first, very famous essay that opens the book. At least 90% of human history, according to the argument in that book, was in no sense a struggle for existence.
Contemporaneous studies of Australian bushmen showed present-day hunter-gatherers managing to yield a caloric surplus of food despite working only for 1 to 2 days per week. The rest of their time was spent intermittently, sleeping, resting, and doing occasional bits of toolcraft and maintenance. The absence of more intensive labour was enough to generate and legitimate a stereotype of indolence among 19th century colonial settlers who wondered how the bushmen filled their days before the new arrivals taught them to smoke and left them begging for tobacco. Sarlins raises this last point about tobacco as a joke, but we'll come back to it, noting the evidence that wheat too is thought addictive, and wondering what role addictogens played in the subsequent coercion of labour. More important for now, however, is the re-elaboration of Sarlins' thesis of barbarian affluence by Scott, for whom, and I quote here, "we have surely underestimated the degree of ability and adaptability of our pre-state ancestors." Now, in speaking of agility and adaptability, Scott alludes to contemporary, highly ideological language of resilience as mobility, which is argued by both Bernard and Barbara Stiegler, nowadays tends to consist in a globalized monoculture of market-led solutions, the elimination of intermittence and redundancy in favor of a narrow range of supposed consistently reliable outcomes, from high-yield crops and just-in-time delivery to a paradoxical fetishization of both nomad mobility and relentless labor. At the heart of this ideology of adaptation is an emphasis on individuals' capacity to absorb environmental perturbation, albeit one that ultimately neglects the very means by which humans become adaptable, namely our ability to acquire transformative, anti-entropic knowledge through the mastery of technology. If anything, however, the pre-statal intermittent society revolves around the very opposite of the contemporary narrative. Not adaptation, but niche construction, as Scott puts it. A deliberate disturbance ecology in which hominids create over time a mosaic of biodiversity that lifts people above mere subsistence. Not a universally, supposedly fail-safe single way of life based on domestication and sedentary agriculture, nor even, as is routinely claimed, the precarious existence of just hunting and gathering, but rather a hybrid multiplicity of strategies for flourishing. In practice, Neolithic so-called hunter-gatherers were more like hunter-gatherer, forager, pastoralist fishers and landscape engineers, engaged in everything from flood retreat and slash-and-burn agriculture to the domestication of cattle and wild grains. Much is made of the technologies that made sedentarism possible, and whose accumulation in turn was made possible by sedentarism. Sickles and handle blades for harvesting, baskets for carrying, pestles for grinding, and underground, often waterproof pits for storage, among others. But the invention of these technologies, alongside techniques for building drive corridors, weirs, nets, and tools for smoking, drying, and salting, largely preceded the dominance of domesticated agricultural grain states. With this diverse range of technical skills giving way to a life devoted exclusively to the harrowing and sowing of fixed-field farming, Scott describes the late Neolithic revolution as something of a de-skilling. The sacrifice of a wide spectrum of wild flora for a handful of cereals, and a wide spectrum of wild fauna for a handful of livestock. Their loss, in other words, also coincided with proletarianisation and a dramatic collapse in the bio, nuo, and techno-diverse modes of resilience provided by alternative routes to sustenance. Far from being a distinctly modern capitalist phenomenon, it was calculation that spelled the disappearance of the original intermittent society. Tubers, like potatoes and yams, can be planted in secret and left in the ground until needed. Legumes grow and ripen continuously, making it hard to calculate tax yield throughout the year. Looked at from the perspective of a state tax collector, Scott writes, hunting and gathering
maritime fishing and collecting, horticulture, shifting cultivation and specialised pastoralism were all fiscally sterile, or what might be called non-appropriable subsistence activities, whose products were so dispersed and mobile and their takings so diverse and perishable that tracking them, let alone taxing them, was well nigh impossible. Even if offering worse nutritional value for more labour-intensive cultivation than lentils, chickpeas and potatoes, among others, cereals like wheat, barley, millet and maize grew above ground in the same fields year on year, in seasonably predictable regular yields, which could moreover be readily divided into precisely measurable subunits of husks and grains. They were more legible, in Scott's memorable phrase, which is to say, visible, divisible, accessible, storable, transportable, and rational. And this led to the mandating of the cultivation of grains like wheat, in spite of slave labour needed to produce a surplus, and in spite of the ensuing crowding and disease and the loss of both resilience and the exuberant diversity of livelihoods that coerced monoculture entailed. Those doing the mandating, we might add, were part of a newly intermittent governing class, with intermittence becoming the privilege of a select few, no longer spread throughout the population with rough equality. The evolutionary geographer Jared Diamond has described how the food surpluses of settled agriculture allowed for the emergence of complex social organisation and an elite leisure class able to pursue specialisations in craft, writing and science. Looking ahead, though, let us pose the question of how far this really amounts to a complexification as opposed to a lethal simplification of society. Against the grain's focus on states making legible is borrowed from and extends the thesis originally laid out in James Scott's earlier seminal work of anarchist theory, Seeing Like a State, from 1998. Seeing Like a State focuses on the simplificatory organisational schemas imposed by state apparatuses for the sake of facilitating government. The earlier book begins with modernity and the taking hold of science and capitalism that we might habitually more likely associate with the culture of calculation. And it's certainly this culture of calculation and its association with modernity that preoccupies Bernard Stiegler. His last piece of writing, an essay on des mesures discrédit et promesses, published in Mediapart and soon to be released as a separate book by Les Biens Univers, picks up on this idea of the association with of modern culture, the modern culture of capitalism, with calculation. My suggestion here is that we can actually trace that culture of calculation back far further to the Neolithic Revolution. So, James Scott's earlier book, Seeing Like a State, begins with modernity and the taking hold of science and capitalism that we might more habitually and more likely associate with the culture of calculation. By the 18th century, the strategies of simplified artificial selection that Scott already finds at work in the Neolithic Revolution, which is to say, the promotion of a small range of visibly consistent, albeit fragile and high-maintenance crops over the engineered mess of biodiversity that had preceded them. By the 18th century, these strategies of simplified artificial selection have been expanded and refined to catastrophic perfection, as we shall see in the case of scientifically managed commercial forestry. When the demand for wood as fuel began by far to exceed supply in Northern Europe, nascent practitioners of forestry science responded by replacing old-growth forests made up of a vast range of different trees with standardized and uniformly regimented, fast-growing and high-yield softwood monocrops like Norwegian spruce and Scotch pine, planted in neatly visible countable rows.
If we switch slide for a moment, we can see the contrast between the two kinds of forest that James Scott is talking about. We've got the illegible ancient woodland with a multiplicity of varieties of tree and organism, and you see that these get replaced progressively from the 18th century onwards with monocropped forests, usually composed of a single variety of tree, and which crucially and catastrophically, furthermore you'll see, have been stripped bare of all undergrowth and surrounding shrubbery. We know from the recent California wildfires that this kind of stripped out forest is extremely susceptible to fire, if nothing else, but also to drought, contagion by pests, and so on, as we'll see in a moment. So, we see the emergence of artificial forests with standardised and uniformly regimented, fast-growing and high-yield softwood monocrops, like Norwegian spruce and Scotch pine, planted in neatly visible countable rows. So the 18th century equivalent of this switch from a hybrid mix of different ways of growing and nutrition, as we saw in the Neolithic Revolution, the emergence of effectively these fixed field forests. The forestry equivalent of fixed fields were moreover cleared of all undergrowth and fallen leaves to facilitate access, harvesting, and replacement. In the short run, and I'm quoting here, in the short run, this experiment in the radical simplification of the forest to a single commodity was a resounding success. The productivity of the new forests reversed the decline of domestic wood supply, provided more uniform stands and more usable wood fibre, raised the economic return of forest land, and appreciably shortened rotation times. Things nonetheless went badly wrong almost immediately for the localities hitherto dependent on the woodland that would take the 80-year duration of tree rotation for the economics to unravel in the same way. I quote again, "The monocropped forest was a disaster for peasants, who are now deprived of all the grazing, food, raw materials and medicine that the earlier forest had afforded. The locals, in other words, were proletarianised by the destruction of the locality to which their knowledge strictly pertained. And while the first generation of trees far exceeded expectations of growth, that is now thought to be because of the fertile topsoil produced by the old-growth leaf mulch, which housed a vast variety of bio and necromass, all of which disappeared once forestry science decreed the removal of deadwood and ground cover. The depletion of tree diversity also made for decreasing resilience, with monoarboriculture revealing itself particularly susceptible to stressors like disease and fluctuations in the weather. As epidemic proportions of species-specialised pests, plus drought, cold and soil depletion took hold, what had begun as processes of simplification soon became entangled in increasingly more complicated attempts to manage their unintended consequences. Ever greater quantities of fertilisers, insecticides, fungicides and rodenticides failed to offset declining rates of growth, leading to the artificial raising and reintroduction of previously resident organisms naively expected to thrive in impoverished habitats or locations stripped of their once defined locality. In this case, restoration forestry attempted with mixed results to create a virtual ecology while denying its chief sustaining condition, diversity. Fast forward another 200 years and we see how directly attributable to our monoculture of resilience and the obliteration of intermittence. The current pandemic of COVID-19 is already prefigured in both the Neolithic Revolution and subsequent emergence of modern technoscience. We have been warned for years about the risk of zoonotic diseases being unearthed by deforestation and ripping through genetically homogenized megafarms, where weakened poultry and livestock are so heavily dosed up with prophylactic antibiotics that pathogens have become resistant. Now, megafarm transmission may have played a comparatively minor role in the case of COVID-19, but the prevalence of comparable conditions in urbanized human societies has placed us in a similar
early days of the coronavirus crisis just how far we're dealing not simply with a pandemic, but moreover with a syndemic, which is to say a contagion whose virality results from social circumstance just as much as biology. One's chance of being affected by the SARS-CoV-2 virus is subject to a range of markers, including housing size and density, access to green space and one's type of work. The smaller one's house, the greater the number of people living nearby, the proximity with which one works to others. All of these become significant factors, not just in one's likelihood of being exposed to COVID-19, but also in the likelihood of receiving a severe dose, a heavy viral load. And this virality is also inseparable from our obsessive, self-exploitative availability for labour. The cytokine storms thought linked to COVID's fatalities occur most vehemently in those with poor mental health, sedentary lifestyles, sleep deprivation, burnout, and an obesity-inducing diet, including diabetes, all of which symptomatise in turn the deleterious organisation of Western societies around a concept of life defined by non-stop productivity. So the switch from intermittence to vast quantities of slave labour in Neolithic society, the switch from slow-growing old-growth forests to fast-growing, supposedly relentlessly productive, scientifically managed forests, all of these have led to the same kind of collapse and resilience that we're now seeing now, with a heightened susceptibility to disease due to high levels of stress and inflammation already rampant within contemporary society. We needn't look far to see an analogy of the pine tree propped up on pesticide and fertilizer as a condition of meeting its required yields of fiberwood. We see an analogy to this in the figure of the underslept and overstressed worker, denied the repose of intermittence and kept running on coffee, screen time, antidepressants, and a whole range of meds, not to mention the fear of losing their deliberately precarious employment. The syndemic has rammed home the message that we already knew but preferred not to see. But preferred not to see play out in years of enforced adaptation right across the planet. Namely, that being always on is the cause of our widespread breakdown. On that, I'd like to end with a brief comment on the link between resilience, simplification, and the complex relation between technology, culture, and a concept of nature that, as Jason Moore has argued, really only designates a source of free or underpaid labour. Jason Moore's Capitalism in the Web of Life argues that nature is really only a term for free, for labour extracted from the planet, where we choose to neglect the long-term costs of its extraction. Despite the evidence of human niche construction of work long before the Neolithic Revolution in artificial selection and agriculture, philosophers, including Frédéric Nérat, have rejected the temptation to see nature as a construction. Nérat's fear is that once we remove the conceptual barrier to seeing nature as somehow distinct and prior to human intervention, be that intervention intentional or otherwise, and it will mostly have been otherwise accidental over the course of history. Once we remove that conceptual barrier to seeing nature as distinct from human intervention, we also remove the psychological barriers, he argues, to something like geoengineering technologies. Technologies like atmospheric phosphate succeeding, which offer solutionist quick fixes for climate change, but at the cost of potentially catastrophic unintended consequences. For that reason, Nérat will seek to preserve a concept of nature as some kind of inviolable, originary existence with which we shouldn't be tarrying. An alternative to Nérat's argument might rather result from seeing nature neither as metaphysically or biologically distinct, nor even as simply constructed. We should see it rather, and I say this as a starting point for future arguments rather than a particularly decisive conclusion here, we should rather begin the process of reconceptualizing nature as a vast
infinite reservoir of diversity with enough iterations behind it to generate solutions that can only be dreamed of by our own efforts to manage the consequences of its depletion through simplification, through simplificatory schema. Technologies of simplification. The history of this simplification is inseparable from another history of overcompensatory attempts to rein in an increasingly unmanageable array of unintended consequences, all seemingly converging towards, in near future, monumental collapse. None of which is to suggest that we should or could, except perhaps in the aftermath of looming ecological disaster, lose ourselves in a fantasy of Neolithic or even Paleolithic living. The challenge, I think, will rather be to think through the role that contemporary digital technologies, and above all, a new society of intermittence, might play in counteracting that history of simplification that runs counter to the original intermittence of society. Ok, je m'arrête là. Merci beaucoup. Alors, directement aux questions. Est-ce que tu m'entends, Gérald? Tu m'entends, Gérald? Oui, oui, je m'entends. Merci beaucoup pour cette intervention. Merci aussi à Pierluca D'Amato. Merci à Vincent et Taoufik. Peut-être qu'on peut aussi poser des questions à partir de ce qui a été dit dès l'introduction. Donc mon rôle consiste surtout à faire passer la parole, puisque je crois qu'on a à peu près 30 minutes de discussion, un petit peu moins, puisqu'on a pris un petit peu de retard. Donc n'hésitez pas à vous exprimer, à demander des précisions. Évidemment, chaque session ne sera pas exhaustive quant à ce qu'on appelle, on essaie de définir par l'intermittence, et je crois que Gérald, avec ce titre, cette société intermittente originale, voulait surtout parler de notre temps présent, tout en faisant une histoire de l'intermittence dans l'humanité, dans l'histoire de l'humanité. Alors, évidemment, chacun, comme le disait Bernard Stiegler, a ses rétentions et ses protensions. Donc, dans mes rétentions immédiates, j'ai retenu évidemment ce rapport avec de l'intermittence, avec la définition même de la vie, qui est présentée dès l'argumentaire de ces journées sur la société intermittente, et donc avec ces niveaux d'intermittence qui sont à la fois l'intermittence biologique des systèmes du vivant, et puis cette intermittence noétique dont a beaucoup parlé Bernard Stiegler, qui l'avait réintroduite à partir d'Aristote, en disant que évidemment l'intermittence noétique était due au fait que notre fonctionnement même intellectuel, on traduit aussi le nous par intellection, je crois, ne passe à l'acte que par intermittence, et que nous sommes parfois dans un état nutritif et végétatif. Et donc ce temps de l'intermittence noétique est extraordinaire et exceptionnel. Je crois aussi qu'il liait ça à la question que Bernard Stiegler liait ça à la question du sublime, et évidemment Vincent a introduit avec la question de l'art, de l'automatisation et de la désautomatisation, et que dans l'intermittence, il ne faut pas oublier ce temps-là qui n'arrive que par... alors Simondon parlait de saut quantique, je crois, de saut incalculable, on va certainement en reparler. Et donc cette intermittence est aussi une ouverture inattendue, et une ouverture à ce que aussi Bernard Stiegler a appelé un avenir, et dont a parlé Vincent tout à l'heure. Alors peut-être, je ne sais pas si Pierluca D'Amato va nous rejoindre, peut-être si vous avez des questions
Gérald. C'est vrai que c'est Gérald qui a fourni cette notion de société intermittente, qui a donné ce titre à ces 2 journées. Alors, pas de simplification, effectivement, tout ça est très très complexe. Est-ce que Gérald, tu veux revenir sur ce terme d'originalité qui est dans le titre de ton intervention? Alors, ouais, en effet, c'est le mot que je choisis dans le prologue Marshall Silence pour décrire la société qui précédait celui de l'État, celui de l'agriculture établie. J'hésite un peu alors je crois qu'on risque de fétichiser un peu, comme chez Deleuze, on fétichise le nomade, ou de moins à mon avis. Je suis un peu hésitante de vouloir fétichiser cette société néolithique en raison du fait qu'il y a de l'intermittence des peuples, des tribus. Mais quand même, c'est assez remarquable qu'ils sauraient vivre de manière qui n'était pas du tout efficiente en nutrition. C'est une stéréotype qu'on dit de plus en plus de nos jours. Ces peuples qui vivaient des existences hybrides avec une sorte de richesse que nous ne connaissons plus, qui consistait dans l'étendue de leur intermittence, c'est-à-dire le fait qu'ils ne travaillaient que un ou deux jours par semaine et qu'ils passaient la plupart de leur temps à se reposer. La question pour moi n'est pas d'instituer une sorte de retour à cet équivalent à l'état de nature, mais peut-être d'éliminer le stéréotype qui nous empêchait de penser aux alternatives. Ce n'est pas du tout le cas que la société de la blé, la société monoculturelle est notre seule possibilité d'exister. Nous savons que jusqu'à 90% de la société humaine n'ont pas vécu comme ça. Ils ont connu une énorme diversité de manières de modes de vivre qui étaient plus riches en technique. Et là, je pense aussi Bernard Stiegler s'intéressait depuis, disons, 5 ans. Il s'intéressait aux études conduites par l'économiste indien Amartya Sen, qui faisait une distinction entre la décapacitation et le misère des travailleurs à New York, prolétarisés, misérables, déprimés, par comparaison avec des pêcheurs de Bangladesh, là où à Bangladesh, les personnes savaient réparer, maintenir leur propre technique, c'est-à-dire leur outil de la pêche. Il était riche en termes de savoir-faire et savoir-vivre, jusqu'au point de ne pas connaître les dépressions, les maladies d'adaptation. On parle de plus en plus à nos jours. Oui, comme je disais, il faut absolument résister à la tentation de fétichiser une sorte de retour à la société paléolithique, mais on doit quand même tirer les leçons de l'existence de cette société pour projeter de futures alternatives. Merci. Alors, est-ce qu'il y a des questions, ou peut-être des questions en ligne?
Oui. Moi, j'avais juste une question pour Gérald et Pierluca. En fait, d'abord une petite remarque sur le concept d'écologie virtuelle. Je crois que tu as employé le mot, Gérald, notamment en prenant l'exemple très précis et très éclairant de la forêt industrielle, hein, telle qu'on peut la connaître en France dans le Morvan, par exemple, où c'est particulièrement dramatique. Je pense que c'est intéressant de regarder la forêt industrielle en ayant en tête le monde numérique industriel. Parce que, comment pouvons-nous imaginer un numérique qui ne soit pas anthropique au point d'aller à la monoculture que tu as décrit dans la forêt, dans l'exemple de la forêt. Et donc, comment est-il possible, dans un environnement artificiel, d'introduire suffisamment de diversité, sachant que c'est toujours artificiel, cette diversité qu'on va imposer? Est-ce que c'est possible d'arriver à quand même recréer une forme de ce qu'on pourrait appeler une écologie, effectivement? Beaucoup d'informaticiens rêvent de ça. Hein, il y a beaucoup de travaux qui essayent de transposer un peu trop rapidement des modèles naturels, des modèles biologiques, disons, dans le champ informatique. Maël pourrait en parler d'ailleurs mieux que moi. Et puis, deuxième question qui est plutôt pour Pierluca, c'est peut-être revenir 2 minutes sur l'opposition entre bêtise et burn-out que tu as dressé, Pierluca, parce que c'était l'enjeu des entretiens du Nouveau Monde industriel sur la bêtise artificielle, où finalement on avait essayé de montrer que la bêtise n'est pas accessible aux machines. Ce qu'on appelle une bêtise pour les machines est en fait tout à fait inaccessible aux machines. Donc peut-être revenir sur cette question-là pour éclairer un peu le public sur la question de la bêtise dans le monde numérique. Donc ça fait 2 questions. Une pour Gérald sur l'écologie virtuelle et une pour Pierluca sur la bêtise et le burn-out. Alors, je commence en disant qu'avec ça, Vincent te pose exactement la question que je voulais poser aux autres intervenants du séminaire. Je ne sais pas, mais je commencerai par dire en disant que, première chose à remarquer, nous parlons souvent de la complexité de la société contemporaine comme raison de renoncer à la possibilité de chercher des alternatives. En disant par exemple que si on change ça, l'enchaînement des conséquences imprévisibles serait absolument désastreux jusqu'au point où il ne sert à rien d'essayer. Par contre, avec cette communication-là et la recherche qui va suivre, je préfère suggérer que cette histoire de complexification qu'on croit exister est en effet une histoire de simplification. Qui va à l'encontre de la complexité de la biodiversité qui la précède. Et la question donc pour nous est comment renverser cette situation de simplification. La première chose à laquelle je pensais en préparant cette intervention est l'impotisation. Est-ce que l'impotisation est toujours aussi réductrice qu'on voit avec l'histoire de la société néolithique, ou est-ce que les possibilités d'impotisation numérique ont évité la nécessité de schémas qui simplifient? Je ne sais pas, mais c'est peut-être une idée pour un groupe de lecture. J'allais demander à Gérald Moore là s'il s'intéressait à mener un groupe de recherche sur ça. Autre chose à remarquer ici, c'est que nous voyons des expériences dans le domaine de ce qu'on appelle la science des citoyennes, la science citoyenne, où on utilise
les technologies numériques pour identifier et enregistrer les niveaux augmentants et décroissants de biodiversité. Par exemple, on peut, avec des apps sur son portable, engager toute la communauté globale à compter le nombre d'espèces d'insectes dans un mètre carré pour envoyer les résultats à des scientifiques au Japon. On voit déjà des tentatives pour utiliser le numérique pour augmenter la biodiversité. Mais il faut penser, et j'ai rien à dire de plus profond, je veux simplement esquisser la direction de recherche. Il ne faut pas penser simplement à la biodiversité, il faut penser à la non-diversité, à la technodiversité aussi, c'est-à-dire à la profondeur de nos interactions avec la technologie. En ce moment, quand on parle, surtout avec Bernard Stiegler, on parle de la stultification de l'imagination politique. Ça, c'est une crise de non-diversité. C'est-à-dire que nous voyons de nos jours une crise de non-diversité qui consiste à l'incapacité à penser d'alternatives. Le numérique peut assister avec ça en permettant la projection des rêves qui, de plus en plus, nous sommes incapables de projeter nous-mêmes. Je réfère là au chapitre de Bernard dans son Société automatique, là où il parle de la crise de la faculté de rêver. Je viendrai sur ces questions pendant tout le colloque, mais pour l'instant, je n'ai rien à dire à part l'esquissement de ces possibilités. Yes, can you hear me? Yeah. I guess so. Okay. Thank you for your question. I was thinking about systems of pharmaca as pivots between disease and burnout, probably with regards to the idea of multitasking, for example. As you know, multitasking is one of those myths of neoliberal capitalism, is one of those unattainable characteristics that are required from workers and employees, especially those that are at work with their noetic faculty, and that essentially push them through the systems in which they are immersed towards a sensory overload that often leads to effective burnout. Now, this sensory overload is essentially also what pushes or can push individuals towards the regression, towards the disease that makes noetic souls essentially leveled on the Pavlovian image of the dog, always responding to the stimulus. But as you can imagine, in a world in which pings and pop-ups and smart notifications are constantly going off, that creates the impossibility of exercising one's noetic faculty. And therefore, we can imagine in contemporary industrial complexes, specifically systems of pharmaca that are conceived as the impossible pivot between these two dreadful alternatives. Either you burn because you're trying to do everything at the same time, and after a couple of hours, after 3 hours of that, you're completely done. Let's imagine after 10 years of this type of work. And on the other side, there's the impossibility of actually performing your faculty as best as you can
when you're expected to multitask, when you're expected to respond to multiple stimuli coming all together at you essentially in the same period that immobilize you and that cause this regression to betis, this stupidity that is totally produced by the systems with which we work, by the systems in which we are immersed as an environment that makes us just like Pavlov's dog. Yeah? That's my answer. Thank you.